Samedi 11 mars 2023, à la librairie Ombre Blanche, se réunissait l'association Toulouse Greeters, qui, sous la présidence de Elie Benifla, propose, sur le modèle né à New York, de faire visiter Toulouse hors des sentiers touristiques battus, sous la forme de rencontres promenades à l'échelle humaine, entre visiteurs du monde entier et bénévoles passionnés. Bonjour. Bonjour les amis, merci d'être venus, merci d'être présents. Voilà, après le déjeuner et après les desserts. Je suis Elie Benifla, je suis responsable des Greeters et nous allons avoir le plaisir, Michel surtout va avoir le plaisir de vous présenter le fonctionnement de notre organisation. Vous savez, nous sommes une organisation faite de bénévoles, donc nous sommes ici assez nombreux comme des bénévoles. Michel nous donnera des précisions. Chaque année, nous nous réunissons ici pour présenter notre association. Nous sommes une association depuis 2017 et nous fonctionnons depuis 2013. Okay. Et voilà, nous sommes une trentaine de bénévoles, mais je cède la parole à Michel qui va vous en parler beaucoup mieux que moi. Donc, on va vous faire la présentation rapide, essayer d'être assez rapide de l'association, de façon à pouvoir ensuite vous laisser la possibilité de poser quelques questions, si vous le souhaitez. Alors, pour commencer par un peu d'histoire, donc Toulouse Greeters, notre association, se rattache à un réseau mondial qui s'appelle les Greeters, Greeters internationaux. Et l'origine de cette association, qui est une association donc, qui travaille en gros, disons, dans le domaine du tourisme, elle est à chercher aux États-Unis, où cette dame que vous voyez sur la photo, Lynn Brooks, en 1992, a créé ce qui s'appelait à l'époque, qui s'appelle d'ailleurs je crois toujours Big Apple Greeter, parce qu'elle voulait à la fois favoriser un tourisme qui ne soit pas un tourisme entièrement consumériste. Déjà à l'époque, on commençait à avoir ces préoccupations, et en même temps donner une image plus positive de New York, qui à ce moment-là était vue plus comme une ville, disons, dangereuse, pour utiliser un terme général. Donc, elle a eu l'idée de faire cette association qui mettait en relation des visiteurs avec des personnes qui vivaient dans la ville et qui pouvaient ainsi accueillir ces visiteurs d'une façon un petit peu plus personnelle que ce n'est le cas lorsqu'on s'adresse à des guides touristiques. Alors, cette association, donc Greeters Internationaux, avec Greeters France, qui est pour nous notre point d'attache au niveau national, elle a essaimé à travers le monde assez rapidement. Vous voyez qu'actuellement, elle est présente dans 39 pays et qu'il y a toujours des pays nouveaux ou quelquefois, malheureusement, des pays qui sortent. Alors, ça a été le cas cette année en raison des événements de l'Ukraine et de la Biélorussie, qui n'ont plus d'activité Greeters déjà depuis le milieu de l'année dernière. Par contre, on a vu arriver les 4 pays que vous voyez là. Le Danemark, qui curieusement n'était pas encore affilié, ainsi que l'Inde, le Népal ou la Tanzanie. Donc 39 pays, ça fait à peu près 20% des pays du monde dans lesquels il y a des Greeters dans différentes villes et dans différentes régions. Alors en France, on a le privilège et on est les recordmen parce que nous avons 66 destinations. Enfin, nous avions en 2022, puisque là on reste sur l'année 2022 parce que ça a évolué déjà. Il y a déjà en 2023 de nouvelles destinations qui sont rajoutées. Mais en 2022, nous avions 66 destinations et 33 antennes. Les antennes, ce sont plutôt des Greeters isolés. Et une particularité qu'on trouve justement chez nous en France, c'est que dans un certain nombre de régions, il y a des personnes donc qui sont
seuls, qui habitent en général dans des petits villages ou des toutes petites villes et qui font des visites soit dans leur localité même, soit dans les environs, dans la région. Donc, qui sont considérés, qui ne sont pas véritablement des destinations, des véritables groupes organisés, comme c'est le cas par exemple ici à Toulouse ou en général dans les villes plus grandes, mais qui sont quand même des personnes qui sont affiliées à Greeters France. Donc 66 destinations, 33 antennes, donc la première place mondiale. Ça, c'est vraiment, on bat tous les records parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont bien peuplés, bien plus grands que la France, ne serait-ce qu'en population, dans lesquels vous trouvez tout juste 3-4 destinations, vraiment la capitale et les 2 ou 3 plus grandes villes et rien d'autre. C'est loin d'être le cas chez nous. Par exemple, donc, les 2 dernières destinations qui étaient arrivées en 2022, c'était celle du bocage bourbonnais, Bourbon-l'Archambault, la photo, ou le Villefranche-Beaujolais, donc qui est là aussi, essaime un petit peu en dehors de la ville de Villefranche pour proposer la découverte de la région du Beaujolais. Je sais si ça peut intéresser pas mal de monde. À Toulouse, donc, comme vous disait Élie, nous sommes actuellement une trentaine de personnes, c'est-à-dire moins que ce que nous souhaiterions être et moins que ce que les besoins, a priori, nécessiteraient, d'où la raison de ces réunions que nous faisons. Et donc Élie vous a dit, voilà, depuis 2013, c'est notre 10e anniversaire, disons, de fonctionnement sur Toulouse, sachant que les 4 premières années, nous avons, comme ça se passe encore dans un certain nombre de villes, travaillé sous la coupe, sous la dépendance de l'Office du tourisme, qui ensuite, après sa restructuration, a souhaité ne plus s'occuper de l'activité Greeters, et c'est à ce moment-là donc qu'on a été un petit peu contraint au départ, mais qu'on s'est organisé donc en association autonome, et on fonctionne très bien de cette façon depuis 6 ans maintenant. Si vous avez des questions, on les reportera plutôt vers la fin. Par contre, si vous avez des questions sur les points précis qui figurent sur les diapositives, posez-les, hein, il n'y a pas de problème. Ne interrompez-moi, justement, n'ayez pas peur de le faire. Alors, les valeurs des Greeters, bon, je pense que vous en avez entendu parler déjà, si vous êtes un petit peu informé avant de venir sur la réunion, et puis c'est assez naturel en fait, c'est celle que vous voyez là, donc nous sommes des bénévoles, avant tout, ça c'est peut-être une des choses les plus importantes, disons. On assure l'accueil de toutes les personnes indistinctement. Ça tombe sous le sens, mais bon, quelquefois, il est nécessaire aussi de le rappeler. Et en particulier, donc, on a des visiteurs, par exemple, qui sont des personnes qui sont handicapées et qui, quelquefois, ont des difficultés pour trouver la possibilité de faire des visites auprès des offices de tourisme, auprès des professionnels, disons. Et avec nous, c'est pas le cas. On a déjà eu des groupes de personnes handicapées, donc à qui on a fait découvrir la ville. Donc on a un rôle d'ambassadeur, évidemment, de notre ville, donc pour nous, la ville de Toulouse. Et on est dans cet esprit d'origine, justement, de Lynn Brooks, qui était la démarche du tourisme durable. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu à la mode maintenant, on pourrait dire, de parler de développement durable. Enfin, tout doit être durable, et c'est bien nécessaire, justement. Et donc, de ce point de vue, les Greeters ont été un petit peu précurseurs dans ce mouvement qui se répand et qui se généralise un petit peu à différents types d'activités, différents domaines d'activité à travers le monde. Alors, ces valeurs, justement, ce qui est intéressant, je pense qu'on voulait un peu souligner ça, c'est qu'on se rend compte qu'elles sont largement partagées par nos visiteurs. Bon, vous me direz, c'est peut-être pas tellement étonnant puisqu'ils s'adressent à nous, mais ça valait quand même le coup de le savoir. Et donc, il y a un petit sondage qui a été fait très récemment, vous voyez, au début de l'année, et dans lequel on a demandé aux personnes, sur 4 critères, de choisir celui qui les motivait ou qui ferait qu'ils choisiraient de faire une visite de Toulouse,
en l'occurrence, puisque nous sommes à Toulouse, avec un gritteur plutôt qu'avec un guide officiel. Et on avait placé la gratuité, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas payer les gens. Donc ça peut être, on peut penser que peut-être c'est un élément d'attraction important. Eh bien non, justement, les gens qui trouvent que l'élément le plus important c'est la gratuité, ils ne sont que 3,4% exactement. Et vous voyez que tous les autres ont répondu, premièrement, la rencontre, c'est-à-dire l'échange personnel, en fait, la possibilité d'avoir, de parler avec quelqu'un qui habite dans la ville et avec une, comment dire, comme disent les gritteurs au niveau français ou international, même on arrive en visiteur et on repart en ami. Bon, c'est peut-être un peu vite vu, mais quand même, il y a quelque chose. Donc la rencontre, c'est vraiment la chose essentielle. Presque la moitié des gens, disons 45%. Ensuite, il y a la passion, c'est-à-dire le fait de rencontrer une personne dont on sait qu'elle est vraiment passionnée donc par sa ville et l'envie de faire partager cette passion et ses connaissances aux visiteurs. Et la flexibilité, qui est déjà un petit peu à un autre niveau, mais qui est quand même importante aussi, puisque la flexibilité, c'est la flexibilité dans l'organisation de la visite. Puisque l'un de nos principes, c'est d'essayer vraiment de s'adapter au maximum aux souhaits des visiteurs, et non pas de leur proposer des visites standards, comme le font les guides professionnels, que je ne critique pas. Soit bien clair, hein. On n'est pas là pour dire que nous, on est mieux que les guides professionnels. On n'est pas pareil, on est différents, et les guides professionnels font un très beau métier, et ils le font très bien, mais avec des cadres qui sont différents des nôtres. Donc nous, on n'a pas cette, cette limitation qui est de dire, ben voilà, on a tel et tel itinéraire, on propose telle et telle chose, et vous vous y adaptez. Non. On discute en général toujours avant de recevoir nos visiteurs avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient plus particulièrement voir et adapter notre visite en fonction de leurs souhaits. Donc voilà, il y a vraiment un accord, une concordance entre ce que nous proposons ou ce que nous voulons et ce que les visiteurs attendent. Je voudrais aussi peut-être donner quelques explications plus précises. C'est-à-dire, les visiteurs, ils viennent. Il nous est arrivé à tous d'avoir des visiteurs qui souhaitent faire une visite historique et précise, mais des fois, ils nous demandent où est-ce qu'on peut danser le soir, où est-ce qu'on peut faire la visite en vélo, est-ce que l'on peut voir les endroits où il y a des graphes et des street art, et par conséquent, chacun d'entre nous essaye de s'adapter à cette demande. Et c'est cela un avantage important par rapport au guide, même si par rapport au guide, on ne connaît pas l'exactitude de la date de construction de tel immeuble ou de la vie de tel notable. Voilà, donc je vous laisse un petit peu lire. On revient un peu sur le rôle qu'ont les gritters dans les... Oui, pardon. Oui. Alors voilà, justement, aussi au chapitre des différences qui existent entre nous et les guides touristiques, et on revient un petit peu à ce qu'on disait déjà précédemment, nous avons 6 visiteurs au maximum dans nos groupes. Ce qui veut dire que forcément, vous avez un contact plus immédiat et plus proche avec les personnes. Et ça, cette question des 6 visiteurs, c'est appliqué vraiment de manière systématique dans tous les gritters, dans tous les pays. Au niveau international, vous voyez sur les sites, ils marquent tous que c'est maximum 6 visiteurs. C'est également pour des questions d'assurance. Hein. Il y a aussi cette partie un petit peu technique, disons. Mais quand même, c'est très important de souligner que avec 6 personnes, et c'est souvent moins hein, d'ailleurs, parce que c'est pas des groupes de 6 personnes, c'est des groupes d'au maximum 6 personnes, vous avez forcément des échanges qui sont beaucoup plus fréquents, nombreux, tout le
temps de la visite, pratiquement, que dans les groupes touristiques, où vous voyez surtout maintenant, avec les moyens modernes, vous voyez les guides qui, même, ne regardent plus leurs visiteurs. Ils avancent, ils parlent dans leur micro, les visiteurs ont des casques, donc ils entendent, il n'y a plus ce qu'il y avait de mon temps. C'est-à-dire, des fois, on se mettait autour du guide, où on lui posait une question, ou là, maintenant, c'est fini. Le guide, il raconte son commentaire, qui est très bien fait, qui est très précis et qui est très instructif, très intéressant, mais il le fait d'une manière un petit peu automatique et il n'y a pas, ou rarement, disons, d'échange avec les visiteurs. Alors que nous, c'est pas du tout le cas, en particulier par le fait que nous avons 6 personnes dans nos groupes. Donc la prise en compte des centres d'intérêt, c'est ce qu'on disait, la flexibilité. Et l'adaptation au rythme, ça va de pair. Et voilà. Et donc, ce sont des visites qui sont des visites placées sous le signe de l'échange personnel. Bon, les liens que nous avons avec les acteurs locaux du secteur du tourisme, disons, vous les voyez ici. Hein. Bon, ça, c'est peut-être un peu moins... intéressant dans le détail, mais en tous les cas, c'est pour dire que nous sommes malgré tout reconnus comme un acteur de la vie touristique, on va dire, de notre ville, par l'Office du tourisme, qui nous référence d'ailleurs sur son site touristique, sachant qu'en plus, à l'origine, comme je vous disais tout à l'heure, on était carrément une extension de l'Office du tourisme de Toulouse. Si vous allez sur le site de la mairie, effectivement, vous n'avez pas tout de suite ça en page d'accueil, mais on peut quand même le trouver. Alors, un petit peu de chiffres, mais pas trop quand même. C'est juste pour vous donner une idée. Ça va être peut-être intéressant à 2 niveaux presque opposés. Parce qu'en définitive, quand on regarde ça, on se rend compte que notre activité n'est pas démentielle en nombre de visiteurs. Puisque vous voyez que nous avons fait... Alors, regardez plutôt la ligne réalisation. Vous voyez qu'en 2019, on a laissé 2020, parce que 2020, il n'y a pratiquement rien eu, pour les raisons qu'on connaît tous. En 2019, nous avions réalisé 106 balades, c'est comme ça qu'on les appelle, ces visites, c'est des balades, puisque c'est pas à proprement parler des visites touristiques. En 2021, on commençait à se remettre de la crise du Covid, donc il y en a eu 60, et puis à nouveau en 2022, l'an dernier, on a retrouvé, un peu par hasard, le chiffre de 106 balades, avec une réalisation meilleure, puisque en fait, à l'origine, on avait eu 154 demandes, donc 154 sur 106 réalisées, alors qu'en 2019, on avait 187 demandes sur 106 seulement réalisées, donc plus de pertes à ce moment-là que nous avons eu en 2022. Et la satisfaction des visiteurs, elle est notée sur 4. Alors, grand mystère, pour quelle raison ? Personne n'en sait rien, mais ça a été toujours comme ça. Ça, c'est au niveau national, je crois. C'est dans Jeff, notre logiciel, qu'il y a ce curieux chiffre de satisfaction sur 4. Donc, vous voyez qu'on a... Donc, vous voyez qu'on a quand même eu, jusqu'à présent, un niveau de satisfaction très, très élevé. On est quand même en dessous de 2019, mais au-dessus de 2021. Ah oui, ça c'est... Alors, les visiteurs, excusez-moi, je suis passé rapidement sur les chiffres. Est-ce que éventuellement, parce que les chiffres, ça peut susciter quelquefois des questions. Donc, vous avez des questions précises sur ce point ou pas? Non. Bon, très bien. Donc, visiteurs venus du monde entier, et on va le voir tout de suite. Puisque là, vous avez un autre tableau de chiffres qui vous montre, alors on a un peu regroupé pour ne pas rentrer dans les détails, d'autant plus que vous voyez, c'est quand même pas des très gros chiffres. Donc nous avons à peu près toujours eu, sauf en 2021, mais qui est une année qui n'est pas vraiment représentative,
Si on reculait encore sur 2018-2017, on retrouve à peu près les mêmes proportions, c'est-à-dire que la majorité de nos visiteurs sont des personnes qui viennent de France. Et ensuite, des personnes qui viennent d'Europe. Alors, là, on a mis la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, parce que c'est les pays qui reviennent le plus souvent. Disons, bon, il y en a quelques autres. Et puis ensuite, c'est l'Amérique, avec les États-Unis, qui est la première destination. L'Australie, qu'on a un peu indiqué à part aussi, parce que c'est une destination pour laquelle il y a un certain nombre quand même de visiteurs à Toulouse. Et puis alors après l'Asie, bon là c'est quand même déjà beaucoup plus rare. Mais il y a quand même, disons, une origine, une provenance de visiteurs qui est quand même relativement variée. Il y a presque autant de visiteurs d'Amérique que d'Europe. Oui, il y en a même plus au total, tu vois. Ah oui, non, mais tu disais autres pays d'Europe, donc je pensais autres pays d'Amérique. Oui, tu as, parce que de toute façon, 16 par rapport à 4 autres pays d'Europe. Voilà. Oui. On a beaucoup États-Unis et Canada, dans d'autres pays, je crois. Oui. Par contre, on a eu par le passé, et c'était jusqu'en 2018, si on regardait la présentation de l'an dernier, on avait encore montré les chiffres de 2018, je crois, on avait eu beaucoup de visiteurs sud-américains à une époque, et notamment des Brésiliens argentins, qui ont été moins nombreux récemment, mais bon, là, c'est toujours pareil, avec la reprise des mouvements internationaux, on peut penser que on va retrouver quand même un certain nombre de ces personnes dans les mois qui viennent. Oui. En nombre de balades, parmi les balades qui ont été effectuées, oui. Non. En nombre de personnes, non. Non, c'est en nombre de balades, sachant que, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a 6 personnes maximum. Il est rare qu'on ait des groupes de 6 personnes. En général, je sais pas, je pense que la moyenne, c'est autour de 3. Parce que le cas standard, disons, c'est les couples, ou alors 2 couples d'amis, ou un couple avec des enfants. Les tranches d'âge sont très variées aussi. Ça, on l'a pas noté, on n'a pas fait peut-être de statistiques précises à ce sujet, mais on a des gens vraiment de toutes les tranches de la pyramide d'âge, et qui en général, alors là, ben, évidemment, on peut vous donner uniquement vous allez dire, on peut donner que les appréciations positives, mais je vous garantis, je vous certifie, et Élie le confirmera, ainsi que nous tous, il est pratiquement jamais arrivé que nous ayons un compte rendu, une opinion négative. C'est pratiquement jamais arrivé. Les gens sont toujours enchantés, ils sont ravis parce que justement on a ce contact vraiment personnel avec eux. Donc ils nous envoient ils laissent sur le site une appréciation qui est toujours très très positive. Donc vous voyez, il y a des personnes originaires de différents pays. Il y en a encore ici. Et on a même, comme par exemple ce Simon de Tournefeuille, parce que parmi les visiteurs que nous avons, on a aussi des gens qui sont des nouveaux arrivants dans la ville ou dans la région, et qui donc quelquefois font appel à nous pour une première découverte assez générale de la ville quand ils sont là depuis pas très longtemps, et même dans le but d'avoir des informations pratiques, hein, souvent sur la ville. Voilà, donc notre association qui est quand même mondialement célèbre à Toulouse, et qui a été quand même à plusieurs reprises mentionnée dans la presse, enfin la presse locale. Au niveau national quand même, sachez qu'il y a eu plusieurs reprises, et qu'on le voit même très régulièrement par le bulletin de la Fédération France Greeters, il y a pratiquement tous les mois
à tel ou tel endroit du pays, des reportages qui sont faits dans la presse locale ou la presse, donc la presse écrite, ou bien à la radio ou aux télévisions locales. Et nous-mêmes, d'ailleurs, à Toulouse, par le passé, à 2 ou 3 occasions, nous avons eu des reportages qui ont été faits sur nous ou des interviews donc, qui ont été faites en studio, d'ailleurs, lors d'émissions qui étaient consacrées au tourisme au sens large dans la ville. Donc, un petit peu, on arrive déjà un peu à résumer ce qu'on vient de voir. Donc, les qualités essentielles d'un Greeters, en fait, elles sont ces 4 qualités-là, mais il y en a beaucoup d'autres, en fait. Donc, avoir l'état d'esprit de bénévole, puisque, encore une fois, nous faisons ça vraiment pour le plaisir et sans aucune rémunération, je veux dire pour l'association. Je ne parle même pas, j'envisage même pas à titre personnel, bien évidemment. Mais donc c'est vraiment une activité bénévole. Ce qui n'empêche que, comme Catherine y faisait allusion, on demande quand même, enfin, on laisse la possibilité aux visiteurs de faire des dons à l'association, puisque nous fonctionnons sans aucune subvention, malgré les contacts que nous avons vus avec les organismes officiels de la ville et de la région. Nous n'avons pas de subvention, donc on a un certain nombre de frais de fonctionnement, en particulier assurance, site internet, pour lequel on a besoin... Oui, les cotisations que nous payons à France Greeters, puisqu'on est affilié donc à la fédération France Greeters. Et donc on a besoin d'un minimum de revenus pour couvrir ces frais-là. Sinon, le goût du partage, bien évidemment, la curiosité par rapport à la ville et l'envie toujours de savoir un petit peu plus et d'aller un petit peu fouiller, donc pour être en mesure de faire aimer la ville. Et je crois qu'en général, on y arrive assez bien. Alors ça, c'est un peu amusant. Donc, la panoplie d'un Greeters, carte de la ville, éventuellement. C'est surtout pour les visiteurs, d'ailleurs, en fait. Différents supports qu'on peut avoir en fonction soit de ses propres sensibilités, soit de ce qu'on a convenu avec les visiteurs avant la visite. Bonnes chaussures et parapluie. Bon. Ensuite, alors, l'expérience de Greeters, et je vous dirai quelque chose après en conclusion qui n'est pas ici. L'expérience de Greeters, elle est très gratifiante en fait pour toutes les personnes qui la vivent. Parce qu'elle permet beaucoup de choses. Alors notamment des rencontres avec des gens du monde entier quand on est curieux et qu'on aime bien aussi découvrir. Ça marche un peu dans les deux sens, parce que les visiteurs découvrent leur ville, mais comme on a ce contact personnel très proche avec eux, en fait les conversations très vite au cours de la visite abordent tout un tas de sujets et ils nous parlent aussi beaucoup de leur ville, de leur vie, etc. Donc c'est très intéressant. Après, le plaisir de faire découvrir sa ville, ça je pense que tout le monde peut l'éprouver parce que ça nous arrive même à titre personnel avec des amis ou avec de la famille qui ne sont pas d'ici, de faire des balades et de leur montrer la ville. Réflexion sur la ville et son évolution, les échanges qui permettent justement aux gens de se connaître et on sait que c'est pas tout à fait inutile en particulier en ce moment, avec ce qu'on voit. Et puis le sentiment aussi, qui peut être quand même valorisant, de faire partie d'une communauté internationale, parce qu'on est quand même nombreux au niveau mondial, et on a des occasions qu'on ne peut pas toujours réaliser, mais il y a quand même des occasions de rencontre, au moins une fois dans l'année, déjà, parce qu'il y a un congrès international qui a eu lieu l'an dernier en France, d'ailleurs, à Nantes. Et il y a aussi, d'ailleurs, au niveau national, chaque année, une convention de Greeters. Et puis également, l'association propose des réunions, donc, dont la prochaine va avoir lieu dans pas très longtemps, donc, dans lesquelles, en général, il y a un groupe de Greeters quelque part dans le monde
qui va présenter sa ville, sa destination aux autres du monde entier. Donc les heures sont choisies en fonction des fuseaux horaires, parce que quelquefois c'est pas très facile de mettre ensemble des gens qui sont, par exemple, au Royaume-Uni ou au Japon, vous voyez, mais bon. Et donc il y a ces rencontres qui ont lieu dans plusieurs langues, donc c'est pour ceux que ça intéresse aussi, une façon de pouvoir pratiquer les langues étrangères, donc qui sont proposées par l'International Greeter Association. Voilà, donc en fait, le but de nos réunions, c'est de vous proposer aux personnes qui ne connaissent pas encore l'association ou qui en ont juste entendu parler, d'y adhérer. Donc, ceux qui le voudront, je vous demanderai, j'ai une petite feuille de papier, tout simplement, de laisser vos coordonnées, de façon à ce qu'on puisse vous recontacter et vous fournir un petit peu plus d'informations sur l'association et le processus d'adhésion qui est très simple. Alors, juste la dernière chose que je voulais vous dire, parce que c'est vrai que j'ai pas trop insisté dessus, à moins que tu veuilles en parler, Elie. C'était au sujet de la différence qu'il peut y avoir entre nous et les guides et de ce que nous sommes en mesure, ou de ce que les visiteurs. Mais ça, c'est une déformation professionnelle, tu le sais depuis longtemps. Donc les visiteurs. Ça m'est arrivé qu'une fois aujourd'hui, c'est déjà bien. Les visiteurs sont en droit d'attendre de nous. Alors, première chose, les guides et les greeters, c'est pas la même chose, vous l'avez compris. Et deuxième chose, ça vient dans la foulée, ça veut dire qu'on n'a pas forcément la compétence d'un guide professionnel, et qu'il peut arriver, ça arrive même de temps en temps, qu'au cours d'une balade, une personne nous demande quelque chose sur un point précis, par exemple d'architecture, d'histoire de l'art, auquel on ne sait pas répondre. Dans ce cas-là, on le dit. Tout simplement, comme les profs ne doivent pas hésiter à dire à leurs élèves s'ils ne savent pas répondre à une question. Et si vraiment on voit que c'est important pour la personne, à ce moment-là, on peut même rechercher après et lui transmettre, puisqu'on reste en contact avec les visiteurs après. Enfin, on est en contact avec eux à partir du moment où on fait une balade, ne serait-ce que pour communiquer, se mettre d'accord sur le programme et le lieu, l'heure de rendez-vous, etc. Donc on peut éventuellement leur dire qu'on n'est pas des guides professionnels et qu'on ne sait pas forcément absolument tout. Alors je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes quelquefois qui ont peur un petit peu de venir dans l'association parce qu'ils se disent mais je ne vais pas savoir, je ne vais pas être capable, je ne connais pas bien l'histoire, je ne connais pas bien l'histoire de l'art ou l'architecture, donc je ne sais pas, je ne vais pas être capable. Et si, justement, ce qui est important, c'est que vous ayez envie de rencontrer des gens, que vous ayez envie de leur parler de votre vie à Toulouse, parce que pour nous c'est Toulouse, de leur faire part de votre vécu au quotidien dans la ville, et de leur faire partager ça, et puis d'avoir cet échange et cette rencontre au niveau humain, puisque en définitive, et en conclusion, disons, pour moi, c'est le plan humain qui ressort et qui est vraiment important dans notre activité. Voilà. Le temps tenu. Voilà. Question. C'est pour l'enregistrement. Bonjour, je voulais savoir en moyenne combien de temps dure une visite. Alors, oui, ça aussi, il faut le préciser. Alors, dans les statuts, on va dire, dans la pratique au niveau international, il est mentionné toujours 2 heures minimum. En réalité, il n'est pratiquement jamais arrivé, en tous les cas pour moi, et je pense que c'est la même chose pour tous les collègues, que ça dure moins de 3 heures. Ça s'étend au minimum sur une demi-journée, et quelquefois même beaucoup plus. Oui, je voudrais néanmoins préciser que des fois en 2 heures, on visite beaucoup de choses, parce que peut-être il y a des personnes qui ne peuvent pas bien marcher, les visiteurs,
et que parfois, au lieu de marcher, on peut prendre un bus, une navette qui est la navette centre-ville, Toulouse, qui facilite beaucoup les trajets. Et donc, le circuit qu'on a en tête, on peut le faire assez rapidement, puisque à un moment donné, on ne perd pas, mettons, un quart d'heure pour aller de tel endroit à tel endroit. Mais voilà. Oui. Moi, je voulais ajouter que 2 heures, ça m'est arrivé parce que, par exemple, j'ai eu des visiteurs qui voulaient visiter le soir après le travail. Ils étaient là à titre professionnel en visite sur Toulouse. Et donc, c'est l'une des flexibilités qu'on a. On s'était donné rendez-vous à 18h et on a fait un tour en 2 heures parce que c'était leur créneau de disponibilité. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, les visites sont en théorie possibles n'importe quand. Il est rare quand même qu'on ait des demandes de visite le soir, mais ça arrive. Il y a des personnes qui veulent faire du Toulouse by Night, par exemple, ou qui n'ont pas d'autres possibilités, parce que souvent, on a des visiteurs qui sont de passage sur Toulouse. Il y en a certains qui viennent spécifiquement dans la région et sur Toulouse même, mais il y en a d'autres, même c'est arrivé, qui étaient entre 2 avions et qui donc avaient la possibilité de venir au centre-ville et qui ont voulu découvrir un petit peu Toulouse rapidement, comme ça. Voilà, donc ces visites, effectivement, en général, c'est sur une demi-journée, une matinée ou une après-midi. Il arrive quelquefois que les personnes restent la journée entière et le demandent, hein, bien entendu. Et si on se met d'accord avec eux, pourquoi pas. Et au niveau comment dire, le plan humain, la convivialité, une chose aussi qu'on peut mentionner, c'est que il est assez fréquent au cours des balades que les visiteurs vous proposent de venir boire un verre avec eux. Enfin, c'est même une pratique, je crois, qui est bien établie maintenant, où il arrive parfois qu'ils vous invitent à déjeuner ou à dîner, selon que vous faites la visite le matin ou l'après-midi. Enfin, voilà. Oui, alors on n'a pas le droit de recevoir quelque rémunération que ce soit pour nous, personnellement. Si les gens en donnent, qui veulent le faire, c'est pour l'association et on le restitue, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Par contre, les invitations à prendre un verre en cours de visite qui sont assez fréquentes, il n'y a pas de problème. Les invitations à déjeuner ou dîner, c'est pareil. Et également, il est assez fréquent, disons, que les visiteurs vous remettent un petit cadeau, c'est-à-dire ils amènent des fois un petit souvenir de chez eux, ou un livre ou une spécialité, je sais pas, un paquet de gâteaux, par exemple des chocolats, oui, tout ça. Donc ça, oui, vous pouvez l'accepter, bien entendu, parce que c'est presque naturel. Oui. Je voulais aussi préciser peut-être, parce que vous posez la question, le nombre de fois où on est actif par an. Donc ça va de 1, une fois, on fait une balade par an, à ceux qui font le record cette année, c'est combien? 12 10, Non, je crois que c'était 22. 22. Mais la moyenne, disons, c'est pour la majorité des personnes, la courbe de distribution est autour de 4 ou 5 balades par an, une par trimestre. Et c'est bien comme ça. Alors à ce sujet, pour revenir un petit peu... Juste alors rapidement, parce qu'on revient justement à ce qu'on disait tout à l'heure, on a mentionné à un moment qu'on a l'impression on a effectivement un nombre de visites, un nombre de demandes de visites, de balades annuelles qui n'est pas très important, mais malgré tout, on est toujours à la recherche de nouveaux collègues, parce que malgré ce petit nombre de demandes, on a quand même beaucoup de pertes. Parce que les demandes, quelquefois, sont trop précises, c'est pas une critique, mais c'est comme ça. Et en fait, il n'y a pas de greeter qui soit disponible précisément au moment où la personne veut faire la visite. Donc c'est en dernière minute, c'est 2 jours avant. Voilà. Et il arrive aussi beaucoup qu'il y ait
je ne connais pas la proportion exacte, mais il y a quand même un certain nombre de demandes aussi qui arrivent très tardivement, au dernier moment, on va dire, c'est-à-dire dans les 3-4 jours qui précèdent la demande. Pardon ? Trop précis. Eh bien, c'est si par exemple une personne, comme on mentionnait le cas tout à l'heure, arrive à Toulouse, à Blagnac, à 10h du matin et a un vol de continuation à 16h, et donc ne peut faire une visite qu'entre 12 et 14 heures de la ville. Est-ce que, surtout si c'est demandé en plus 3 ou 4 jours avant, malgré la trentaine de personnes que nous sommes, il s'en trouvera peut-être pas un à ce moment-là qui sera disponible. Je croyais que c'est une thématique, moi. Non, c'est... Alors... Il voulait découvrir le vin avec moi et je suis pas du tout spécialiste du vin. J'en bois jamais. Et donc, bon, ben voilà quoi, ça n'a pas été possible. C'était trop précis. Sachant que ça n'arrive pas, en tous les cas, techniquement, c'est pas au point. C'est pas de notre faute. Entièrement, disons, de Toulouse, de Greeters Toulouse, mais il devrait y avoir la possibilité que les visiteurs choisissent un Greeters en fonction des affinités qu'ils peuvent avoir avec eux. Parce que nous avons un site internet que je vous invite à consulter, sur lequel nous avons une page où sont présentés presque tous les Greeters de Toulouse actuellement en activité, avec une petite présentation de quelques lignes ou de quelques mots parfois, sur lesquels on indique ce qui est plus particulièrement dans nos cordes et dans nos intérêts, ainsi que les langues dans lesquelles on peut faire les visites, puisque ça on n'en a pas parlé aussi, mais on a des demandes assez fréquentes de visites en anglais ou en espagnol, voire en d'autres langues un peu moins souvent pratiquées. Donc ça aussi, ça peut influer sur la possibilité ou pas réelle de prendre une demande. La question, c'est de savoir si tous les Greeters sont en réseau. Par exemple, on vous demande à vous une visite spécifique vin. Vous ne pouvez pas la faire, mais vous savez qu'un tel va le faire, parce qu'il connaît mieux. Non, ça, c'est pas... Alors, non. Ça fait... Alors... En fait, on est 2 personnes pour l'instant qui gérons le logiciel de réservation. Et donc, on peut réattribuer une balade. Si un greeter ne désire pas la faire, il peut l'annuler, on peut la remettre pour la proposer à d'autres greeters. Et on peut envoyer un mail pour dire j'ai cette demande. Enfin, Sébastien l'a fait encore récemment. Oui, c'est possible. Mais par exemple, je crois que l'item 20 n'est pas dans les compétences qu'on a cochées. Il y a architecture, il y a théâtre, il y a cinéma, mais il n'y a pas vin. Mais... Alors, ces thèmes de... Il y a gastronomie, oui, tout à fait. Ces thèmes de visite, effectivement, là aussi, c'est pas nous qui les contrôlons. C'est fait par le logiciel Jeff, c'est le nom du logiciel. Pardon ? À Toulouse, c'est pas utilisé. C'est-à-dire que les visiteurs peuvent demander, peuvent cocher des cases en disant je suis intéressé par ceci, cela et tout. Bon, il y en a certains qui cochent tout systématiquement, mais il y a des choses assez bizarres. Par exemple, parmi les centres d'intérêt qu'il peut y avoir, il y a la visite des friperies. Je vous avoue que mais je crois qu'on peut le personnaliser. Hein. On pourrait le changer. Alors, si tu veux qu'on l'enlève. Il faut demander il y a une paramétrisation du site et comme on va changer de logiciel bientôt, voilà. Il faut qu'on rediscute ce qu'on veut proposer comme thème. Mais c'est quand même... C'est personnalisable. Mais c'est quand même au niveau de Paris que c'est géré pour l'instant. Parce qu'ils gèrent le logiciel, mais c'est une personnalisation toulousaine. D'accord. Moi j'ai 2 questions. Déjà, il y a une adhésion si on veut devenir bénévole. J'aimerais bien en connaître le prix. Et aussi, deuxième question, si je deviens greeters demain, moi ça fait 30 ans que je vis à Toulouse, mais qu'est-ce que je connais, sur quel domaine je peux vraiment être comme ça, accompagner un groupe, faire visiter le Toulouse que moi je connais et que j'utilise. Est-ce qu'il y a
Alors, pas de se faire passer par rapport aux compétences, mais est-ce qu'il y a déjà une base qui est faite par chacune des personnes qui fait les visites, à laquelle on peut avoir accès pour justement alimenter notre propre visite? Comment vous faites ça? Alors, première question, comme on disait tout à l'heure, nous n'avons pas de ressources, si ce n'est les dons que font les visiteurs et les cotisations. La cotisation est valable pour 1 an, elle s'élève à 15 €, sachant que nous sommes reconnus comme association d'utilité publique ou culturelle, oui, c'est pas, enfin, en tous les cas, quand vous versez 15 €, vous avez 66% de cette somme, c'est-à-dire, on va dire en arrondissant 10 €, qui vous sont restitués par les impôts. Si vous êtes imposable, et si vous n'êtes pas imposable, le montant de la cotisation est de 5 € pour l'année. Donc c'est une cotisation qui est valable en fonction de notre historique, de la date à laquelle l'association a été créée. C'est une cotisation qui est valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Et les personnes qui adhèrent à l'association après le 1er janvier, c'est-à-dire voilà, entre le 1er janvier et le 30 juin, on prolonge la validité de leur cotisation sur l'année suivante. C'est-à-dire si vous adhérez le 1er janvier, on va dire, le 1er janvier 2023, votre cotisation est valable jusqu'au 30 juin 2024. Par contre, si vous adhérez, il faut bien faire une coupe à un moment, hein, c'est toujours le cas dans ces cas-là. Si vous adhérez le 31 décembre 2022, votre cotisation n'est valable que jusqu'au 30 juin 2023. Et donc, on vous demandera au 1er juillet 2023 de la renouveler pour 1 an. Deuxième question, les compétences, il n'y en a pas véritables. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes intéressé, bon, vous habitez à Toulouse depuis 30 ans, vous avez dit, donc forcément vous connaissez la ville, vous la connaissez sous tout un tas d'aspects qui sont liés bien évidemment à vos activités personnelles et à vos centres d'intérêt. Et donc c'est en définitive ça que recherchent les visiteurs. Il est rarissime que des gens se méprennent sur ce que sont les Gritters. C'est arrivé, moi ça m'est arrivé une fois, et donc je m'en suis expliqué avec les visiteurs, et finalement la visite n'a pas eu lieu, parce qu'il était évident qu'ils avaient besoin d'un guide professionnel pour ce qui est recherché. Mais sinon, à partir du moment où vous aimez la ville, vous la connaissez, même sur les anecdotes, ce qu'on appelle les anecdotes de la vie quotidienne, ça circule beaucoup, je vous assure, pendant les balades. Et même des fois, on pourrait dire que, bon, pas exagérer, qu'on ne parle que de ça, mais des fois c'est une part très importante. Et vraiment, les gens sont à la recherche, les visiteurs qui s'adressent à nous sont à la recherche de ça. Vous avez vu, le contact avec une personne, c'est l'essentiel de ce que recherchent, enfin, ouais, de ce qu'attendent la plupart des gens. Ce que je voulais ajouter, c'est que pour les nouveaux adhérents, on propose souvent de faire une balade d'initiation, c'est-à-dire que d'accompagner un autre Gritter qui fait une visite. Alors, soit une visite spécifique pour que vous voyez le type de visite que fait l'autre Gritter, soit d'accompagner même une balade avec déjà un visiteur et vous voyez comment ça se passe. Je voudrais rajouter, quand moi je suis devenue Gritters, j'ai eu besoin quand même de réviser, on va dire, les bases. Alors, il y a un endroit très, très facile à trouver. Vous allez à la bibliothèque Périgord, vous rentrez et à gauche, vous avez une salle régionale. Et là, des livres extraordinaires avec plein de photos qui reprennent l'histoire de la ville sous toutes ses formes. Alors, il ne s'agit pas de tout mémoriser, mais ça, quand même, ça donne une assise. D'autant plus que moi, par exemple, j'ai accompagné un couple d'Allemands. Et je rebondis sur le sondage Twitter. La dame, elle, voulait absolument l'historique de la ville, et le monsieur, lui, pas du tout.
il voulait discuter avec moi de ce que je pensais, du maire de la ville, de l'économie, de la politique. Bon, et donc j'ai dû jongler. Ça a été vraiment dur pour moi. Mais c'est là où je me suis dit, bon, je m'accroche aux connaissances que j'ai pu acquérir dans cet endroit, finalement, où je l'ai fait comme ça, quoi, une heure, une demi-heure par-ci, une heure par-là. Et après, on a un canevas avec des dates, une chronologie sur laquelle on peut gloser. Voilà. Oui, sachant aussi que chaque gritère, ça a ses coups de cœur dans la ville. Donc, aucun de nous n'a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes coups de cœur ou le même circuit. Et chacun a vraiment ses endroits préférés. Donc, il n'y en a aucun qui fera la même chose. Et d'ailleurs, on a eu récemment un groupe d'amis, je crois, qui a demandé 2 balades de jours successifs avec des critères. Je crois qu'Annie, en as pris une, et une autre critère avait fait la balade la veille. Et je crois qu'ils ont été extrêmement satisfaits de faire 2 fois le tour de la ville, mais en voyant des choses très différentes. Alors, aussi, pour terminer sur cette question de compétences quand même, le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir des compétences spécifiques dans tel ou tel domaine ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on ne doit pas en avoir. Et si on en a, ben, tant mieux. On n'est pas des guides, il faut quand même se rappeler ça. Ce qui veut dire d'ailleurs même qu'on est quelquefois limité parce qu'on n'a pas le droit même éventuellement de faire un certain nombre de visites comme le feraient les guides professionnels. N'empêche que si on connaît les fameuses questions dont je parlais tout à l'heure que peuvent poser certains visiteurs, si on connaît la réponse, on doit leur donner bien évidemment. Et ensuite, c'est avec la pratique que tout se met en place. Alors Annie disait très justement qu'on a tous nos itinéraires. Bon, évidemment, en 2 heures, 3 heures, on fait un petit peu quand même, on reste dans le secteur centre de Toulouse dans la plupart des cas. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Mais ces itinéraires-là, ben, quand on les a fait plusieurs fois, nous-mêmes, par curiosité personnelle, il peut arriver qu'on aille rechercher à différents endroits, soit à la bibliothèque, soit sur Internet, parce qu'il y a de très bons sites aussi sur Toulouse de ce point de vue, qui alimentent nos connaissances et donc on peut utiliser pour ensuite raconter ce que voudraient savoir les visiteurs. Alors, il y a un site qui est très très bien à Toulouse, j'y vais pratiquement 2-3 fois par semaine voir, qui s'appelle Urban East, Urbanisme Histoire. C'est fait par des architectes de la ville de Toulouse. Chaque maison du centre-ville est détaillée avec tous ses propriétaires, l'architecture, etc., etc. Bon, on n'est pas obligé de tout savoir, mais ça peut donner des points de repères quand vous faites visiter quelque chose. Et ce site est vraiment très très fourni. Et il est fourni et mis à jour. Et c'est vraiment des architectes de la ville de Toulouse. Donc là, ils peuvent pas se tromper. Ça s'appelle Urban, Urban-East, H-I-S-T. Urban East. Après, il y a d'autres sites sur la ville de Toulouse. Je voulais signaler pour ce que disait Françoise. C'est vrai qu'on peut aller consulter les ouvrages à la Bibliothèque du patrimoine, mais la plupart sont accessibles avec le site Rosalis. Oui. Rosalis. C'est un site, moi j'y accède par la bibliothèque, mais par le site de la Bibliothèque de Toulouse, il y a un lien vers Rosalis. En fait, c'est comme... c'est la numérisation de beaucoup de documents anciens, de beaucoup de livres. Ils ont la revue des Toulousains de Toulouse, la oui, Lota. Lota. On peut consulter tous les numéros comme on veut sur Rosalis. Oui. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que moi, je regardais beaucoup les livres anciens sur Toulouse et la ville, j'en ai pas mal à la maison, et je me suis aperçue que sur des livres anciens, entre-temps, les architectes ou les archéologues ont fouillé, ont trouvé d'autres choses, et donc ces livres anciens ne sont plus au jour.
Donc il vaut mieux peut-être regarder les livres anciens, mais aussi regarder Internet, parce qu'il y a des différences. Et alors, vraiment, dernière chose, et après je t'assure, je te laisse poser la question. Juste, malgré tout, pas peur quand même, parce que là, on parle de choses déjà un peu spécialisées. Donc, ça peut donner des idées, c'est certain, et ça peut permettre de répondre à certaines questions de certaines personnes. Mais non, vous n'êtes pas en adhérant à Toulouse Greeters. Vous recommencez pas des études d'histoire de la ville de Toulouse ou d'histoire de l'art de la ville de Toulouse. Vous avez aussi, alors je fais exprès de citer ça, vous avez aussi le magazine À Toulouse, dont tous les numéros depuis le 50 ou le 40 sont en ligne sur le site de la mairie, où vous avez à chaque publication, il y en a 9 ou 10 par an, à la fin, un historique de tel ou tel monument. C'est des informations concises, ça ne rentre pas dans le détail fouillé de l'histoire de ceci, cela, mais c'est souvent très intéressant, il y a de belles illustrations en plus, bon ça les visiteurs le verront pas, et donc là aussi vous pouvez trouver un certain nombre de choses, et moi je vous assure que j'ai pas la prétention de connaître très bien Toulouse, même si j'y vis depuis très longtemps, mais j'apprends presque à chaque numéro des choses intéressantes sur tel monument, tel ou tel quartier. Voilà, donc après... Évidemment, chacun est libre de faire les recherches et de façon aussi poussée qu'il le souhaite, déjà pour son intérêt personnel et puis dans la perspective éventuellement de le transmettre aux visiteurs. Je m'appelle Gérald et je voulais savoir, donc, est-ce qu'il y a un pack, entre guillemets, qui est donné, un support écrit qui est donné? Non. Non, d'accord. Non. C'était pas ça ma question, en fait. Concrètement, quel est le point, ou quels sont les points de rencontre en général qui sont donnés aux visiteurs? Les points de rencontre, tu veux dire à quel lieu, à quel endroit? Devant le Florida, devant la mairie, devant... Alors, je crois que la plupart d'entre nous fixent rendez-vous, enfin moi, c'est assez systématiquement sur la place du Capitole, sur la Croix Occitane. Sinon, devant l'Office du tourisme, ça c'est... devant... On a... Sous l'horloge, c'est vrai. Pardon, je confonds les balades avec les visites, enfin les rencontres de recrutement, où effectivement, comme Annie et moi, on s'occupe du recrutement justement des nouveaux adhérents. En général, on leur fixe rendez-vous devant les marches de l'Office du tourisme. C'est vrai, tu as raison. Il vaut mieux éviter de retrouver des visiteurs là, puisqu'il peut y avoir des guides et éventuellement, même si les relations sont bonnes, on a eu des réunions déjà par le passé avec les guides de la ville qui s'inquiétaient à certains moments un peu de l'ombre qu'on pouvait éventuellement leur faire, et ça s'est toujours très bien passé et ils ont bien compris qu'il n'y avait pas de problème. Je voudrais ajouter que si vous estimez avoir besoin d'une visite avec un guide, elle vous est remboursée par l'association. C'est-à-dire que les guides ils ont une trentaine de visites à thème, et que vous pouvez très bien choisir un thème et suivre cette balade. Et après, c'est l'association qui va vous rembourser, et ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas à voir comme de l'espionnage industriel. Une fois alors, si par exemple des personnes s'inscrivent pour pouvoir faire une visite, combien de temps on a à peu près pour pouvoir un peu la préparer? Parce que s'ils ont vous parlez de 4 jours, mais ça peut être plus. Alors, oui, on a cité les cas limites qui peuvent expliquer un certain nombre de déperditions que nous avons dans la réalisation des visites. Mais il n'est pas rare non plus, quand même, n'exagérons pas dans le mauvais sens, que les visiteurs s'inscrivent 2-3 semaines, voire plus longtemps même. Des fois, c'est arrivé à 2 ou 3 mois avant, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être à un moment précis à Toulouse et qu'ils s'inscrivent tout de suite parce que ils considèrent, et ils ont raison, qu'en faisant comme ça, ils ont plus de chances de trouver quelqu'un. Donc c'est très variable. Ça dépend de la date à laquelle tu acceptes la visite. Alors moi, d'accord, oui, c'est vrai que en fait, en réfléchissant, on voit que en général, c'est toujours au maximum le mois suivant que les visites sont proposées. Mais
Elles n'apparaissent pas sur le site, mais par contre, tu les reçois, toi, tu les as. Ouais. Et ça, par contre, on peut le paramétrer aussi, ça, éventuellement. Non, c'est pas possible. Bonjour. Là, par exemple, sur le logiciel qu'on appelle GEP, en fait, on a 7 demandes qui sont en attente, qui ne sont pas visibles de l'ensemble des greeters et qui viennent généralement, qui sont prévues donc de longue date. Donc c'est pour le mois de mai, par exemple, le mois de juin même. Et ce sont des balades qui vont être connues de tous 5 semaines avant la date souhaitée de première balade du visiteur. Et donc, en effet, c'est généralement des balades qui sont programmées par les visiteurs étrangers et de longue date qui ont un point de chute à Toulouse sur une période très précise. C'est généralement souvent des anglo-saxons d'ailleurs, des Américains, des Canadiens par exemple, qui font ces réservations. Et le mode de fonctionnement actuel de distribution des balades ou d'attribution des balades, en fait, il se fait via un mur commun connu de tous, où chacun peut en effet choisir une balade d'un visiteur en fonction de ses propres intérêts, et il le sélectionne, et ensuite le rendez-vous se fait de façon toute simple, par mail, par téléphone, en fonction des coordonnées laissées par le visiteur. S'il y a 2 greeters qui répondent favorablement, non, c'est pas possible parce que c'est une modération automatique. Ah d'accord, c'est au premier quoi. C'est le premier, ouais. Okay. Actuellement, c'est ça, et ça va peut-être changer avec la nouvelle version du logiciel. Dès qu'un greeter se clique après avoir coché la case « J'accepte la visite », instantanément, elle disparaît du mur, donc plus personne ne peut la prendre. Et par contre, les visiteurs, comme on disait tout à l'heure, enfin je reviens un peu en arrière là, mais parce que c'est un peu ma lubie ça, mais les visiteurs ne peuvent pas choisir véritablement un greeter, sauf à mettre un commentaire dans leur demande, effectivement, parce qu'on leur demande aussi éventuellement de mettre un petit commentaire libre, donc pour se présenter, voilà. Et dans ce cas-là, ils peuvent dire je préférerais faire la visite avec Yves ou avec Catherine ou Sébastien ou Élie, parce qu'ils ont vu que cette personne s'intéresse plus spécifiquement à quelque chose qui les intéresse à eux aussi. Mais là, il n'y a pas de possibilité, par contre, que ça se fasse automatiquement. Et si par exemple ils ont demandé Sébastien et que Sébastien ne peut pas faire cette visite ou ne veut pas éventuellement la faire, à ce moment-là il répond pas et je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs. Soit tu l'acceptes et ensuite tu l'annules pour qu'on voit qu'elle est annulée. En général, voilà, en effet, si par exemple le visiteur souhaite un greeter en particulier, ou plusieurs d'ailleurs greeters en particulier, récemment c'était 3 personnes différentes, 3 greeters différents, et bien il le précise dans sa description, dans sa demande tout simplement, et moi ou Yves en tant que gestionnaire ou arrangeur de rencontres, en fait, quelque part, eh bien, moi j'envoie un mail dès lors que j'en ai connaissance aux personnes considérées et aux personnes dont le visiteur souhaite rencontrer, pour savoir s'ils sont disponibles, si ça les intéresse bien évidemment. Et généralement, il y a la personne en question ou une ou plusieurs personnes, d'ailleurs c'est arrivé récemment, qui me dit oui, je suis disponible, et donc j'attribue automatiquement la rencontre entre ces 2 personnes. Je fais en sorte que la rencontre entre ces 2 personnes se fasse et j'attribue la demande, grosso modo, à la personne, au greeter. Alors, notre question, puisque vous avez, vous, une vision des demandes qui, pour l'instant, ne peuvent pas apparaître, puisqu'il y a ce délai de 5 semaines dont vous avez parlé, vous avez déjà un peu une idée de ce que souhaitent ces personnes comme type de visite? C'est très clair, oui, tout à fait. Donc, vous pouvez peut-être déjà, est-ce que vous, en tant que gestionnaire, vous choisissez de déjà informer les autres greeters pour qu'ils se positionnent ou qu'ils préparent un peu parce en amont la future visite? Le logiciel de lui-même intègre en effet une mise en attente automatique de ces demandes par des communications, des mails à fréquence régulière pour leur dire qu'en effet leur demande sera en effet
est bien il y a un accusé de réception automatique et ensuite à différents temps, on va dire, de la demande, et la demande est mise à patienter et jusqu'à ce que, en effet, ces 5 semaines arrivent et que l'aléa potentiel, c'est-à-dire que, par exemple, concrètement, lorsqu'il y a une balade qui est demandée 3 ou 4 mois avant, en effet, elle n'est pas visible sur le logiciel pour la simple et bonne raison que généralement, l'aléa entre le visiteur et le greeter potentiel peut être trop important pour pour qu'elle soit certaine. Et donc, par conséquent, c'est le temps de 5 semaines, il est précis et précisé pour que cet aléa-là soit le moins important possible. Et oui. Ouais, je voulais juste préciser une chose pour expliquer un peu plus. Enfin, c'est que comme l'a dit Sébastien, on n'est que le facilitateur pour gérer un peu les cas particuliers, s'il y a un problème, s'il y a une demande spéciale. Mais pour les demandes générales, c'est vraiment, on la met sur le mur, tous les greeters la voient, et celui qui est libre et qui veut la faire, la prend. C'est vraiment les greeters qui décident. Aucune balade vous est attribuée de façon forcée. Il y a juste un petit mail, on dit un visiteur te demande est-ce que tu es libre ce jour-là et est-ce que tu veux le faire. Mais il y a jamais. C'est vous qui gérez ce qu'on met à disposition. Et franchement, 1 mois avant sur le mur, ça suffit largement, je crois, pour se décider. En général, on prend rendez-vous. Moi, je prends rarement plus d'une semaine avant, ne serait-ce que pour les ADA qui pourraient arriver, quoi. Parce que vraiment, on part du principe que les greeters sont libres de choisir, il faut utiliser le mot, les visites qui leur conviennent. Donc, effectivement, si un visiteur demande Sébastien, enfin, on va dire, allez, moi, Michel, moi, je ne me connecte pas forcément tous les jours sur le site, parce que vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, plusieurs fois par jour, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, éventuellement. Et donc, vous pouvez passer à côté d'une demande où on vous cite et on vous demande à vous. Donc, c'est pour ça que lorsque ça se produit, que dans son commentaire, le visiteur demande telle ou telle personne, Yves ou Sébastien envoie un message à la personne pour lui dire « Est-ce que tu as bien vu que… » Voilà. Mais après, il n'y a pas d'obligation et vraiment, on part du principe que le greeter établit une affinité avec le visiteur et vice-versa, bien évidemment, puisque après, il communique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'attribution qui est faite. Enfin, pour continuer d'éventuelles autres questions, après, il n'y a pas de problème, mais quand même, il faudrait… Enfin, Olivier, qui s'occupe des réseaux sociaux, donc de la communication au sens large et en particulier des réseaux sociaux, va juste vous en parler. Merci Michel. Donc en effet, on est structuré en commission. Donc vous avez compris qu'il y avait une commission qui s'occupe du logiciel et il y en a une qui s'occupe de la communication. Et donc on est une petite équipe de 4 personnes parce qu'il y a beaucoup de réseaux à gérer. Alors, ils sont tous visibles depuis notre site. Vous allez en pied de page et vous avez des liens directs vers nos réseaux sociaux. Donc, on a d'abord le blog, bien sûr. On a un lien vers notre canal YouTube. On a quelques vidéos. Ce n'est pas le réseau social où on est le plus actif. Ensuite, il y a un lien vers la page Facebook. Un lien vers notre réseau social Twitter. Et un lien vers un canal Instagram aussi. Donc ça fait beaucoup de réseaux sociaux. Donc si vous tapez sur un moteur de recherche Greeters de Toulouse ou n'importe quoi qui dirige vers ça, vous serez renvoyé à notre site de toute façon. Je pense que les amateurs de crunch, et que nous avons passé un certain temps ensemble avec des questions fort intéressantes. Et avec, si vous avez d'autres questions plus personnelles ou plus individuelles, on pourra en parler. Et voilà, en fin de réunion. En tout cas, merci beaucoup. Alors moi, je voudrais quand même rassurer les personnes. Sachez que ce qui compte d'abord et avant tout, c'est la rencontre. Ne vous prenez pas la tête avec l'histoire de Toulouse. Est-ce que je vais savoir m'en sortir? Ça, ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est la rencontre. Voilà.
Donc si vous voulez laisser vos coordonnées, là, je vous fais passer la petite liste. Ce que je vous ai ajouté, c'est que j'ai parlé de Rosalis tout à l'heure, je l'ai consulté qu'après avoir fait des balades, parce que avec les questions qu'on m'a posées, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je me suis documenté, alors je ne savais pas du tout avant de faire des balades, quoi. Vous avez écouté à l'instant l'association Toulouse Greeters qui présentait son projet touristique toulousain lors d'une réunion à la librairie Ombre Blanche le 11 mars 2023. Réalisation de cette rencontre, Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.